Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Installez-vous confortablement, voici le sommaire. À quelques jours de la cérémonie des Césars, nous serons avec le responsable de la Fédération des cinémas français. Vous le verrez, cette industrie se porte plutôt bien après une période difficile due à la crise sanitaire. Nous débuterons le carême mercredi pendant une quarantaine de jours avant de célébrer Pâques. Nous serons avec l'abbé Christian Venard, il nous expliquera la symbolique de cet événement religieux. Ce matin se tenait la 4e réunion plénière du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée, mais aussi de présenter les perspectives de l'année 2023. Le Monaco Economic Board a invité une délégation thaïlandaise en principauté. Le but pour les entrepreneurs monégasques, découvrir le dynamisme économique et les opportunités offertes par la Thaïlande. Et enfin, nous vous dresserons le portrait d'Alexander Ellen, un kitesurfer représentant la principauté dans les plus grands événements sportifs mondiaux et pourquoi pas prochainement aux Jeux Olympiques. Mais avant de développer ces titres, sachez en bref que Fabrice Larue rejoint le conseil d'administration du groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer. Ce spécialiste notamment dans le secteur des médias viendra apporter son expertise au groupe. Parmi ses expériences, Fabrice Larue a été par exemple directeur général de Radio Nostalgie et vice-président, directeur général de la régie publicitaire de Radio Monte Carlo et Nostalgie. Il a par la suite dirigé la filiale média du groupe LVMH. Depuis plus de 22 ans, Fabrice Larue est un entrepreneur. Il a contribué par exemple à porter la création de marques françaises à l'international, telles que les séries Braco ou Versailles, Plus belle la vie et autres. Il devient donc administrateur au sein de la SBM. Et puisque je viens de vous parler de radio, de télévision et de séries, parlons cinéma et salles obscures. Ce vendredi, nous célébrerons le cinéma français avec la 48e cérémonie des Césars. Va-t-on toujours autant au cinéma ou moins qu'avant ? Pour répondre à cette question, nous sommes avec le directeur général de la Fédération nationale des cinémas français, Marc-Olivier Sebag. Bonsoir. Bonsoir. Avec l'arrivée des plateformes et de la Covid, comment se portent aujourd'hui très concrètement les cinémas en France ? Les cinémas vont bien mieux, bien évidemment, parce que vous savez que pendant toute cette période, les cinémas ont été fermés, plus de 300 jours, presque un an de fermeture pour les cinémas et les lieux de spectacle en général. Et depuis, on se reconstruit et on se reconstruit bien. Pour vous donner une idée de chiffres qui corroborent ce que je vous disais, en 2020, on a fait 65 millions d'entrées. En 2021, 100 millions d'entrées. En 2022, 150 millions d'entrées. Et on espère en 2023 retrouver les niveaux à peu près d'avant qui tournaient autour des 200 millions d'entrées. C'est le même constat, que ce soit des petits cinémas indépendants ou des grosses chaînes de cinéma, parce qu'il y a, il y a 2000 cinés en France, je crois. Oui, c'est ça. Il y a 2000 cinémas, il y a 6000 écrans, 6000 salles dans ces 2000 cinémas. Et ce constat, il se fait d'ailleurs plus dans les cinémas de proximité que dans les grands équipements, parce que forcément, les grands équipements, ils ont besoin de films puissants, de films notamment américains, et il y a eu beaucoup moins de films américains, 2 fois moins de films américains sortis en 2022. Depuis le mois de novembre, on a de façon continuelle des films qui regroupent un grand nombre de publics, voire au-delà de ses espérances. Alors, c'est des films français comme le film Novembre, comme le film sur Simone Veil, qui a fait 2,5 millions d'entrées, qui est le film français qui a fait plus d'entrées en 2022. C'est des films à réessai, comme L'Innocent, comme La Conspiration du Caire, et Astérix, ça fait plus de 3 millions, on est à 3,5 millions d'entrées, et on a progressivement Babylone à faire 1,5 million d'entrées. Donc, ces films qui sont taillés pour les grands équipements, ils arrivent maintenant, et les films à réessai, les films français, ils ont tous bien fonctionné en 2022, et les salles qui les diffusent ont eu beaucoup de spectateurs. La cérémonie des Césars aura lieu donc ce vendredi. Le cinéma français se porte bien, lui ? Ce qui est important pour le cinéma, que ce soit en production ou en exploitation en salle, c'est la diversité. C'est qu'on ait des films pour tout le monde. Des films à gros budget, des comédies familiales, des comédies pour les adolescents, mais aussi des films à réessai et des films étrangers. L'important pour un genre culturel, une activité culturelle, c'est pas seulement d'aller une fois par an au cinéma, mais c'est d'y revenir. Les réseaux sociaux jouent un rôle dans l'affluence au cinéma. Je pense par exemple au déferlement sur Facebook et autres, avec le dernier Astérix, on en parlait de Guillaume Canet. Les gens s'étripent sur les réseaux pour donner leur avis sur le film. Probablement des gens qui l'ont pas tous vu d'ailleurs. Les réseaux peuvent faire et défaire un film. Alors, les réseaux sociaux, c'est le meilleur comme le pire. Vous pouvez avoir effectivement un partage de la parole, un lieu de débat, une nouvelle agora électronique, et en même temps, le déferlement de haine, de détestation ou de lieux communs, de banalité sur un film ou un autre. Et effectivement, les réseaux sociaux
tout le monde en profite et tout le monde en est la victime dans le monde médiatique. Après, il y a des stratégies. Les entreprises de distribution, ce sont les distributeurs, éditeurs de films qui font la promotion des films, doivent aussi les utiliser pour faire la promotion de ces films-là. Et on espère que, au fur et à mesure, c'est les personnes les plus éclairées qui seront les leaders des réseaux sociaux, même si on préfère les médias traditionnels, parce que c'est là où on peut plus expliquer des choses plus complexes, plus fines que les 80 signes de Twitter. Quel est votre constat? Auparavant, les grands acteurs se refusaient de jouer sur les plateformes telles que Netflix ou Prime, et les mœurs se changent, hein. Les plus grands s'y mettent. Je vois Stallone qui joue actuellement dans une série, Al Pacino aussi par exemple. Comment voyez-vous l'avenir du cinéma face à ces mastodontes que sont les plateformes? Les salles de cinéma, elles ne sont pas en concurrence avec les plateformes. En 2019, qui est une des meilleures années depuis 50 ans, puisqu'on a atteint 213 millions de spectateurs, Netflix avait déjà plus de 5 millions d'abonnés en France et beaucoup plus à l'étranger. Donc, on voit bien qu'on peut coexister avec ces nouveaux médias qui sont à la maison. Nous, on est dans un spectacle en dehors de chez soi. Les plateformes, elles concurrencent plutôt les chaînes de télévision. Je suis désolé de vous le dire, à Monaco comme ailleurs. Après, ce qui concurrence le plus tout le genre du cinéma, de l'audiovisuel, etc., c'est les réseaux sociaux. C'est le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux à ne pas se divertir, à ne pas se cultiver, mais à bavarder. Ce à quoi nous tenons, c'est que les prix du cinéma, comme le Festival de Cannes par ailleurs, par exemple, ou les Oscars, ils reviennent aux films qui sortent en salle, aux films qui sont des films de cinéma. Dernière question, avec la pluralité des chaînes, les plateformes, les réseaux sociaux dont vous avez parlé, je vous pose la question, pourquoi faudrait-il aller encore au cinéma? Vous avez une carte blanche pour nous répondre et nous donner envie là d'aller dans une grande salle. J'aurais qu'un mot pour le plaisir. Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de voir un film inédit exclusivement au cinéma, le plaisir d'être surpris, de ne pas être dans l'algorithme, le plaisir de son choix personnel, le plaisir d'être en famille pour les films familiaux ou d'être ému ou de rire collectivement, de rire ensemble. C'est pour ça qu'on doit continuer à aller au cinéma et qu'on ira toujours au cinéma. Et bonne réponse. Nous étions avec le directeur général de la Fédération nationale des cinémas français, Marc-Olivier Sebag. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci de votre invitation. Et puisque l'on parlait à l'instant de ces fameux réseaux sociaux où parfois on peut s'improviser critique de cinéma, sachez que Facebook et Instagram proposeront un abonnement pour avoir un compte vérifié et des services supplémentaires. Le tarif devrait être aux alentours de 11 € par mois. C'est la proposition faite ce dimanche par Mark Zuckerberg. Cette nouveauté serait d'abord disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande avant d'être déployée progressivement. Dans un tout autre domaine, ce matin se tenait la 4e réunion plénière du Comité pour la promotion et la protection des femmes au Yacht Club. L'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée, mais aussi de présenter les perspectives de l'année 2023. C'est un reportage de Juliette Rappert sur des images de Jean-Alexandre Dordet. L'année 2022 aura été marquée par de nombreuses réalisations en faveur du droit des femmes, avec l'aboutissement d'avancées législatives poursuivies par un renforcement des formations des professionnels ayant à traiter des violences faites aux femmes. Il y a une loi qui a été votée sur l'abrogation des textes obsolètes et inégalitaires. On a déposé aussi un projet de loi sur le bureau du Conseil national pour l'indemnisation des victimes de violences à caractère sexuel. On a continué les actions de formation pour les personnels qui accueillent des victimes de violences. En matière d'égalité, important aussi à signaler les travaux de l'INSEE qui ont vu l'aboutissement de la première étude sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Concernant les perspectives 2023, renforcement et mobilisation sont les maîtres mots de l'ensemble des acteurs du comité. On continue notre mobilisation et on renforce nos actions. Et à ce sujet, on va mettre en place avec la direction des services judiciaires des programmes de responsabilisation d'auteurs de violences pour éviter la récidive et permettre une prise de conscience. Isabelle Béraud-Amadei, conseiller ministre des Relations extérieures et présidente du comité pour la promotion et la protection du droit des femmes, souhaite rappeler que le chemin est encore long en principauté, mais aussi dans le monde. Cette année, en 2023, nous célébrons l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on se rend compte que malgré tous les droits qui figurent dans cette déclaration, et notamment l'interdiction de la distinction et de la discrimination entre les genres, il y a toujours, malheureusement, des femmes qui se battent pour leurs droits.
Le bilan reste tout de même positif, cependant le comité et les différentes associations membres continuent de s'engager et de lutter contre les violences et les discriminations faites aux femmes, malheureusement toujours présentes en 2023. Et cette année, lors de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la thématique sera les femmes et le sport. Comme tous les mardis, voici le bilan sanitaire. La semaine dernière, 6 nouveaux cas ont été révélés positifs à la Covid-19. Il y a 4 hospitalisations. Personne n'est en réanimation et le taux d'incidence sur la base de 100 000 personnes est en baisse. Il est de 15,3 contre 41 la semaine précédente. Demain, nous rentrerons dans ce que l'on appelle le carême. C'est un temps liturgique de dévotion à Dieu associé à une alternance de jours de jeûne. Le carême dure une quarantaine de jours jusqu'au 6 avril. Pour en savoir plus sur la symbolique de cet événement chrétien, nous sommes avec l'abbé Christian Venard, le délégué épiscopal à la communication. Christian, bonsoir. Bonsoir Fabien. Comme je l'ai dit, ce mercredi, nous commençons ce que l'on appelle le carême. J'ai envie de vous demander ce qu'est le carême pour les nuls. Expliquez-nous un peu ce qu'est cet acte chrétien. Eh bien, le carême, ça vient de quaresima en latin ou de quadragesima. C'est une période de 40 jours qui aide les chrétiens à se préparer à Pâques. Alors cette période, elle remonte très très loin dans le temps. Elle nous rappelle les 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le désert quand il a quitté l'Égypte pour se rendre dans la terre promise par Yahvé. Et puis, d'une manière un peu plus proche, même si c'est lointain pour nous, ça nous rappelle aussi les 40 jours que Jésus a passé au désert pour y être tenté. Alors les chrétiens, à leur tour, suivent Jésus, suivent un peu la démarche du peuple hébreu, et puis pendant 40 jours, ils vont se préparer à la fête de Pâques. Comment doit-on pratiquer le carême? C'est un jeûne, on doit manger moins, pas du tout. Qu'est-ce que l'on doit faire? Il y a, vous l'avez dit, le jeûne. Donc les chrétiens essayent en effet de se restreindre un peu. Alors ça peut être la nourriture, c'est ce qui nous apparaît le plus évident. Mais ça peut être aussi, on peut jeûner de cinéma, de réseaux sociaux, que sais-je, de choses qui nous tiennent à cœur. Ça c'est un peu de dépouillement. Et puis il y a aussi un autre élément important pendant le carême, le jeûne, la prière. Alors la prière, elle, si vous voulez, c'est prendre plus de temps pour Dieu. D'ailleurs, le diocèse, nous vous proposons quelque chose de formidable. Tous les jours, 2 minutes de méditation. Ça s'appelle le carême en ligne. C'est sur les sites du diocèse, sur tous nos réseaux sociaux. Tous les jours, avec un frère dominicain, 2 minutes pour méditer un peu la parole de Dieu. Et puis, la troisième action pendant le carême, on a dit le jeûne, la prière. Et puis, la troisième, ça s'appelle l'aumône. C'est un temps de partage. C'est un temps où on va essayer de donner aux plus pauvres. Et d'ailleurs, le diocèse, lui, propose une magnifique action de carême pour tout le diocèse. Nous allons essayer de recueillir un maximum de dons pour nos frères chrétiens du Burkina Faso qui sont, vous savez, le Burkina Faso traverse des moments très difficiles. L'actualité la plus récente nous le rappelle. Et ces chrétiens sont persécutés par Al-Qaïda. Ils sont dans une poche dont ils peuvent difficilement sortir. Et on va essayer, à travers de l'aide à l'Église en détresse, qui est une ONG chrétienne, de leur apporter de l'aide. Quelle est la symbolique? Parce que je veux bien manger moins, je veux bien faire des efforts, mais pourquoi au final? On a tous conscience qu'il y a trop de choses qui nous surchargent dans notre vie, des choses matérielles, mais parfois même d'autres éléments plus intellectuels, que sais-je. Et le temps de carême, c'est un temps de désert. Se recentrer sur qui? Pas sur nous-mêmes, c'est se recentrer sur le Christ. Et le Christ, on va le découvrir en particulier à travers sa parole. Tout spécialement quand on va assister à la messe, c'est vraiment une période où ça peut être bon pour nous peut-être de retourner plus souvent à la messe, pas seulement le dimanche, mais peut-être parfois en semaine. On a beaucoup d'églises, on a beaucoup de chance à Monaco, peut-être pour aller retrouver le Seigneur à ce moment-là. C'est une période aussi, si vous voulez, où on essaye de revivre le sacrement de la confession, de la pénitence, c'est-à-dire vraiment se mettre en vérité devant Dieu et peut-être, même sûrement, aller lui demander pardon pour ce qui dans notre vie est ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire tous ces moments où nous ne sommes pas en droiture avec Dieu, nous ne sommes pas en justice avec les autres. Alors c'est un temps de prière, mais comment doit-on prier? Qu'est-ce que ça change pour un chrétien qui a l'habitude de prier? Ce sont des prières différentes? Non, les prières sont les mêmes. Alors si vous voulez, liturgiquement, il y a des très belles périodes. Donc demain, on va recevoir les cendres sur notre front. Et puis ça se termine par la Semaine Sainte, qui est une semaine liturgique extraordinaire. Mais je dirais au jour le jour, donc c'est marqué, on porte des ornements violets, nous les prêtres. C'est-à-dire, c'est des ornements un peu de tristesse pour dire qu'on est en attente d'une grande nouvelle. J'entends honnêtement plus souvent parler de ramadan et de personnes qui le pratiquent. Il y a une forme de ferveur avec le ramadan plutôt que de personnes qui pratiquent le carême. C'est suivi chez les chrétiens de façon générale?
Oui. D'abord, c'est l'occasion de rappeler que c'est quand même quasiment 1,5 milliard de personnes à travers le monde qui, demain, au même moment, vont commencer le carême, vont commencer cette grande démarche de préparation à Pâques. Je pense que c'est une vision un peu trop intra-européenne. C'est-à-dire que, de fait, l'Église est un peu en perte de visibilité sur le vieux continent européen, ce qui n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres endroits à travers le monde. Et en effet, on peut avoir cette impression parfois, alors c'est parfois un miroir un peu déformant aussi des médias, où on a l'impression d'un seul coup qu'on comprend ce que c'est que le ramadan et on voit plus très bien ce que c'est que le carême. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment de me donner l'occasion de pouvoir donner ces quelques rappels sur votre antenne. Cette année, donc, le carême débutera le mercredi 22 février pour se terminer le jeudi 6 avril. Et nous célébrerons Pâques le dimanche 9 avril. Je le rappelle, Pâques commémore la résurrection du Christ. Christian Venard, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et bon carême à tous. Et sachez que vous pourrez suivre la prochaine émission, Le Débat, votre émission cinématographique autour de la religion, le dimanche 12 mars à 21h avec comme thème la religion et la politique, avec la diffusion du film Romero sur la vie et l'œuvre de l'archevêque Oscar Romero s'opposant au régime totalitaire du Salvador dans les années 70. Lundi, une délégation thaïlandaise s'est rendue au Monaco Economic Board, l'occasion pour les entreprises monégasques de découvrir le dynamisme économique et les opportunités offertes par la Thaïlande. Retour sur cette journée d'échange avec Émilie Flamin et Lionel Bernardi. Agriculture, éducation, santé ou encore tourisme, une vingtaine de chefs d'entreprise sont venus depuis la Thaïlande à la rencontre des acteurs de l'économie monégasque. En principe, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont venues ici avec des attentes, notamment dans les domaines de la tech, mais aussi de la santé. Nous avons des possibilités d'échange et d'enrichissement. Comme toujours, quand on accueille une délégation étrangère ou quand on va à l'étranger, on essaye de bâtir des liens qui ensuite serviront à l'exportation pour la principauté de Monaco. Une matinée d'échange avec 3 points essentiels, la technologie, la santé et les institutions. Un moyen de renforcer les échanges entre Monaco et la Thaïlande. Les Thaïlandais, d'une manière générale, sont très intéressés par l'organisation monégasque. Ils s'interrogent souvent sur le pourquoi de notre réussite et pourquoi notre modèle économique fonctionne si bien. Donc ils sont très intéressés, notamment sur des aspects de tourisme qualitatif, qu'ils aimeraient voir développer plus et plus avec la période du Covid qui a touché ce très grand pays touristique. Après les conférences, la délégation thaïlandaise a pu visiter entre autres les thermes marins de Monaco, l'hôtel de Paris et le casino de Monte-Carlo, toujours dans l'objectif d'échanger et de s'inspirer de ce qui est fait en principauté. En novembre, ce sera au tour d'une délégation monégasque de prendre la direction du Royaume de Thaïlande. Les Jeux Olympiques de 2024 se dérouleront en France. 4 sports additionnels et 8 nouvelles épreuves seront proposées lors de cette édition. Et notamment le kitesurf. Un monégasque, Alexander Hellen, fait partie des tout meilleurs mondiaux en kitefall. Frédéric Hélion l'a suivi lors d'une journée d'entraînement à Hyères ainsi qu'à Monaco. Découvrez ce Focus Info sur des images d'Alexia Vial et Olivier Bonello. C'est l'un des sports nautiques les plus spectaculaires. Le kitefoil procure des sensations de glisse et de vitesse inégalables. Une planche et un foil tout en carbone, tractés par une voile de taille différente en fonction de la force du vent. En compétition, il est possible d'en inscrire jusqu'à 4, la 23 mètres carrés pour un vent léger, puis la 15, la 11 pour les vents forts et même la 9 mètres carrés. La discipline fera son apparition aux Jeux Olympiques en 2024 et parmi les meilleurs kitesurfers de la planète, un monégasque, actuel 7e mondial. Alexander Hellen a débuté par la voile avant de se tourner vers le kite suite à un stage offert par sa mère et depuis, il n'a jamais arrêté. Moi, ce qui me plaît, c'est la liberté, le fait de pouvoir faire un peu ce qu'on veut sur l'eau. Le foil, ça a amené un truc de liberté, de légèreté, de pouvoir naviguer dans très peu de vent, dans beaucoup de vent, de pouvoir faire beaucoup de kilomètres, aller hyper vite. Cette vitesse est aussi incroyable. Amateur de sensations fortes, Alexander pratique aussi le parapente sur son temps libre. Un bon exercice, seul face aux éléments, comme sur la planche, pour se concentrer sur soi-même et tout gérer du mieux possible. À ses débuts en kite, il s'entraîne à Monaco avant de s'installer à Hyères avec le soutien du comité olympique monégasque et du Yacht Club de Monaco. On est fiers parce que c'est un pur produit du Yacht Club de Monaco. On l'a connu très jeune
Et puis je pense que ça fait partie intégrante des valeurs du club, c'est-à-dire la transmission. Et on a suivi beaucoup de jeunes coureurs français sont passés ici. Après ils ont fait des transats, ils ont fait des tours du monde. Et ça, pour une fois, c'est un national, donc on est très très content de ça. Et puis aussi, on est assez content de l'équipe qui est mise en place. Autour de lui, il y a beaucoup de monde et c'est très complémentaire et ça fonctionne bien. Pour l'entourer et l'aider à performer, toute une structure est mise en place. Son entraîneur Maxime Albarel et le DTN Paolo Gione, fort de son expérience olympique, l'accompagnent. Un préparateur physique, Olivier Morelli, et une nutritionniste, Maryse Thiebaud, le suivent également. Pour la partie mentale, si importante dans le sport de haut niveau, Alexander Hélène peut bénéficier des conseils d'André Armand et de Christian Target, une référence dans le domaine. Les choses habituelles sur lesquelles on travaille, c'est la capacité à se concentrer sur son objectif, à avoir l'énergie maximum et à gérer surtout les émotions avant le départ et pendant le parcours. Les athlètes qui aiment bien me voir sont généralement techniquement de haut de gamme. Donc, mais par contre, ils ont tous des freins, soit émotionnels, soit énergétiques, soit estime de soi, on ne le voit pas trop, soit de concentration tout simplement. Donc mon travail, il est simple, c'est enlever tous les freins pour qu'ils puissent exprimer au maximum de ses possibilités techniques. Et pour travailler la technique, un spot de rêve, la plage de l'Almanar à Hyères. L'endroit est paradisiaque, mais offre surtout des conditions parfaites pour le kite. Alexander Hélène est sur l'eau tous les jours pour travailler ses gammes. L'entraînement consiste par un petit échauffement sur l'eau pendant 20 minutes où je suis assez libre. Après, dépendant de l'objectif de travail, si c'est de la vitesse, si c'est de la manœuvre, si c'est de la tactique, de la stratégie, des départs, enfin tous les trucs à travailler. On va faire des exercices types là-dessus qu'on va répéter plusieurs fois, changer, faire un autre exercice et toujours beaucoup de répétitions, quoi. Et généralement on essaie d'avoir un thème ou 2 thèmes de travail par semaine. 5, 4, 3, 2, 1. Au programme de l'entraînement du jour, Maxime Albarel, le coach, a mouillé un parcours format olympique. Le vent est oscillant, des conditions intéressantes pour bosser la tactique sur l'eau. Alexander s'entraîne avec Roderick Pilch, un Néerlandais présent aussi sur le circuit mondial, idéal pour avoir un point de comparaison. Là, on est en pleine préparation hivernale, on est début février, donc la préparation d'Alex, c'est un grand laboratoire. Ça veut dire que l'idée, c'est de le forcer à chercher un peu différentes positions, chercher un peu la performance par différentes positions, le sortir de cette zone de confort où il est habitué et peut-être aller chercher par des positions différentes un peu plus de vitesse. Dans une régate, tu vas avoir des transitions obligatoires à faire parce que tu ne peux pas aller dans la direction du vent, il va falloir tirer des bords en fait, que ça soit dans la montée ou dans la descente, et donc il va falloir passer un moment du pied droit devant au pied gauche devant. Une transition en compétition est aussi une perte de temps. Donc il faut que ça soit parfaitement validé. Pour la partie physique, le Monégasque s'entraîne 6 jours sur 7 et alterne les séances cardio ou musculation. Une sortie vélo d'environ 3 heures est au programme une fois par semaine. Le bloc de préparation hivernale est primordial avant le début de saison. Les séances de muscu sont généralement un peu plus longues que les séances de cardio. Après, on essaie de travailler à peu près, quand on fait une séance cardio, à peu près 45 minutes, 1 heure le bloc complet de cardio. Et ensuite, généralement suivi les séances cardio par un petit bloc gainage pour être le plus rigide possible parce que sur la planche, c'est hyper important d'être très très rigide et gainé. Et après, les séances de musculation, c'est vraiment des séances entre 1h30, 1h15, 1h30, 2 heures. Reprise du circuit World Sailing fin mars pour Alexander avec une première course à Palma en Espagne avant une régate à domicile à Hyères en avril. Mais l'objectif ultime reste les Jeux Olympiques de 2024. Les Jeux, c'est un rêve ultime pour moi. Aussi de représenter Monaco aux Jeux, de sélectionner Monaco aux Jeux, c'est mon rêve. Et après, le plus gros rêve, c'est d'avoir une médaille, bien sûr. Après j'essaie de tout faire pour et je vise pas que 2024, je vise 2028. Et pour atteindre son rêve, Alexander Hélène devra être performant au mois d'août aux Pays-Bas à l'occasion des sélections pour les Jeux Olympiques.
À suivre, fera-t-il un temps à faire du kitesurf ou à rester chez soi demain? Voici la météo. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Fabien, pas assez de vent pour faire du kite et un temps toujours maussade qui pourrait vous inciter à rester tranquillement au chaud à la maison si vous ne travaillez pas. De rares éclaircies sont attendues, mais le ciel restera bien couvert du matin au soir. Les températures seront comprises entre 9 et 12 degrés mercredi 22 février. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Isabelles. Merci Frédéric. Les photos du jour sont consacrées à l'exposition actuellement visible à la collection de voitures du Prince de Monaco, située route de la Piscine. Cette expo rend hommage aux 75 ans de voitures de sport de la marque Porsche. Ce sont des photos de Manuel Vitali. C'est la fin de ce journal. On se retrouve mercredi 19h pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée, portez-vous bien et à demain.